qu'est-ce qu'on a commencé avec lui dans mon 20e? Avant, j'avais milité à Ordre Nouveau, puis au PFN, au Parti des Forces Nouvelles. Ah, il y avait beaucoup de gens qui sortaient du Parti des Forces Nouvelles. C'était à peu près les mêmes idées. Vous savez, dans la droite, c'est surtout une question, à mon avis, de personnalité. Vous avez des gens qui pensent la même chose, j'entends dans le mouvement national, et ce qui fait la différence, eh ben, c'est le caractère du chef. Vous avez les mêmes idées avec un mec qui n'est pas sympa, eh bien vous y allez quand même moins, bien que ce soit vos idées. Avant encore, j'avais été au Portugal. Les gens avaient beaucoup d'ennuis avec les communistes. Là-bas, dans leur colonie, les communistes faisaient des désastres. Alors, j'étais anticommuniste. Et puis quand je suis arrivée en France, le seul qui combattait vraiment le communisme, c'était à l'époque Ordre Nouveau, qui n'avait pas peur de s'afficher en tant que tel, nationaliste et anticommuniste à fond. Tout le monde pactisait avec le Parti communiste. Actuellement, je vais vous dire, je milite plus. Enfin, je milite, bon. Je milite, mais gentiment. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est de commencer petit, avec des idées bien précises, avec un programme bien précis. On a toujours un côté de défi. Regardez les écolos, les premiers nationalistes. C'est un état d'esprit, et puis ensuite ça devient de grosses machines. Alors, ça perd un peu de son... Ils n'ont plus besoin de moi. Quand vous êtes dans un petit parti, vous vous sentez plus responsable, plus concerné. Le Front National, c'est très bien, mais c'est plus tellement exaltant, parce que c'est sur des rails. Mais il y a un danger. Les anciens militants, on ne cherchait pas l'argent, on était vraiment désintéressés. On ne cherchait rien du tout. Alors que maintenant, il y a des nouveaux qui arrivent, qui veulent se faire une place, qui veulent être rémunérés, élus. Les gens sentent que ça rapporte. Tenez, c'est comme pendant la guerre, au moment de... Ah, comme ils disent, au moment de la résistance. Mais ils étaient une poignée. Et ils se sont retrouvés des milliers à la dernière minute. Mais le vrai militant, le brave des braves, parce qu'on est un petit peu idéaliste quand même, eh ben on se sent un peu floué, parce qu'on n'a pas fait ça dans cette optique. Vous avez des gens qui ont été de très bons militants, et puis qui vont devenir quelqu'un. Ben, on ferait bien de regarder leur passé. Moi, non, mes parents n'étaient pas militants. Ma mère est russe. Ah, ces militants de la Seine-Saint-Denis. Ah, ils sont fantastiques, ils sont des héros. Non, mais je le dis bien haut. Ils ont un courage fou, ils ont tout le monde contre eux. Ah non, mais il ne faut pas croire que la droite traditionnelle nous aide. Hein. Les Chiraciens, les Giscardiens, mais ils s'en foutent complètement. Ils font même chorus avec les autres quand il s'agit de nous condamner. Ah non, mais ça, il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête. Hein. La droite se trompe complètement que les électeurs du Front National vont voter pour elle. Complètement. Ah, ces militants du Front National. Eh bien, j'ai pas de mots assez forts. Alors, ils sont courageux, ils travaillent. Puis, le soir, tenez-vous. Vous avez déjà essayé de prendre National Hebdo sur la place de Saint-Denis? C'est l'horreur. Ah, moi, j'avais fait dans le 20e. Ben, c'était rien à côté. Pourtant, je me suis fait injurier, traiter de tous les noms. Mais quand on le vend dans certains quartiers, mais on se fait même agresser, on appelle la police, on est chassé, comme des lépreux. Non, il est évident que moi, quand je me promène à Belleville ou boulevard de la Chapelle ou à Barbès, ça, franchement, ça ne peut pas dire que je sois heureuse. Non. Tenez, je me souviens du temps d'ordre nouveau de la descente des Champs-Élysées avec le drapeau français. Alors, on nous envoyait l'extrême gauche par-dessus, les quarts de CRS, la police, sans compter le reste. Ah non, vraiment. Non. Non, c'est l'horreur. Puis, quant aux étrangers,
fait combien? Plusieurs années qu'on essaie de fermer les frontières. Hein, on crie le holà depuis des années. Ça ne sert à rien. Il y en aura de plus en plus. On ne pourra plus les renvoyer. Mais il faudra faire avec. Alors, je veux bien me battre, mais c'est quand même démoralisant. On est des fascistes, on est des méchants, on est des ceci, on est des cela. Enfin, je vous ai dit peut-être que quand je me promenais à Belleville et que je me baladais à Barbès ou boulevard de la Chapelle, je vous l'ai déjà dit peut-être, non? Vraiment, vraiment, non. Je ne suis pas heureuse. Hein. Je ne peux pas dire que je suis heureuse. Pas du tout, du tout. Puis, je vous ai déjà dit que ma mère était russe. Mais ce que je n'aime pas, c'est que quand on est arrivé en France, nous, les Russes, on essayait de s'intégrer. On essayait, non pas d'avoir des droits, mais des devoirs aussi, enfin. Alors que maintenant, on arrive, les gens sont arrogants, ils n'ont pas de papier, et ils se permettent de manifester dans les rues. Ah non, ça j'admettrai jamais. Jamais. On s'essuie les pieds sur nous. Ah non, mais je trouve que c'est une situation très inconfortable. On a perdu notre fierté d'être français. Notre fierté d'être maître chez soi. Mais il y a des générations de Français qui se sont battus pour être libres. Regardez les cimetières militaires. Ils ont combattu pour la France. Ils se sont battus pour être libres. Si un jour je dois gagner ma croûte, j'irai peut-être en Amérique. Mais je ne me permettrai pas d'y faire la loi ou de critiquer l'Amérique, sinon je reste chez moi. Un peu de décence. Je suis née en France, française donc, et fière d'elle. Mais maintenant, je trouve que c'est presque un droit. On arrive, on gueule, on est sans papier, on veut de l'argent. Alors que vous savez, moi, mais j'ai habité au 7e étage, sans ascenseur, avec un gosse, sans eau, sans... Moi, mais je sais ce que c'est que la misère. Pourtant, j'étais ni arabe, ni noire, ni rien du tout. Alors, il faut, d'accord, on parle des étrangers, mais aussi il faut en parler des Français. Hein? Et des petits vieux, et tenez, allez dans le Nord, allez voir. Oh ça, ils peuvent bien crever de faim tranquille, personne n'en parle. Et le Français, qu'est-ce qu'il fait? Pauvre bougre, il ne peut pas s'expatrier, lui. Ah, le pauvre bougre du Ghana, lui, peut toujours venir ici. Mais le Français, lui, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous raconter, mais alors un truc ahurissant. Écoutez-moi bien. Un harki français qui a repris, enfin, qui va reprendre la nationalité algérienne pour être élu. Ça, c'est un comble. Il avait quitté son pays. Il s'était battu pour la France. Il avait vu des choses épouvantables. Quand on en arrive à des situations comme celle-là, il ne faut pas demander des fois pourquoi les gens sont écœurés. C'est même plus une question de politique, mais de bon sens. De bon sens. Ils ont bien joué. Ah oui, bien. Ils jouent toujours bien. Maintenant qu'il y a les jeunes, ils jouent encore mieux. Qu'est-ce que j'aime l'entendre, l'Ave Marie Stella. Ah ben oui, quand mon père le chantait, et puis que ma mère chantait avec, et puis que mon frère chantait avec. Mais il s'arrête pas le temps. C'est comme ça. Je crois bien qu'il va pleuvoir. Vous croyez pas qu'il va pleuvoir? Si, ça fera pas de mal, il fait bien trop sec. Mais le bon Dieu arrange toujours tout. Ça, c'est bien vrai. Il a tout mis en place comme il faut. Vous vous rappelez quand mon père s'était cassé le pied?
et qu'il avait amené à l'hôpital des bons frères, ils ont tous dit « il ne marchera jamais, jamais de la vie ». Et le professeur voulait lui couper le pied. Vous vous rappelez? Ça, oui. Et puis, 20 ans. Et mieux qu'avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ça me revient. C'est parce qu'il y a M. Zorneder qui est encore en train de creuser une tombe. Ah, c'est vrai. C'est M. Gashagner qui meurt. C'est subitement écrasé. La tête, carrément. Toute la tête, il a eu écrabouillé. Ça, quand il faut que ça finisse, il faut que ça finisse, la vie. Je préfère pas regarder. Quoi donc? Je pensais qu'on en perd tout. Ce pauvre M. Gashagner. Lui qui était tellement bien portant. Je préfère pas voir. Monsieur Gashagner, il a laissé à sa fille, celle qui habite à Toute-la-Ring, 150 000 marques. Mais elle ne sait pas encore. Ah bon? Et puis il est prêt à Leibling. Cela aussi? Oui, cela aussi, et puis une forêt. Mais ça, je ne sais pas où. Il en avait des quantités de terrain. Au début, il n'avait rien. Et après, des quantités de terrain. Il spéculait bien un peu. Monsieur Gashagner? Monsieur, bien propre, bien comme il faut. Monsieur Gashagner, oh ben oui. C'est vrai que c'est un Turc qu'il a écrasé. Ou un Yougoslave. Un Turc, un jeune. Un de ces Turcs qui traînent partout maintenant. Mais c'était de la faute de Monsieur Gashagner. De Monsieur Gashagner? Ah oui, de Monsieur Gashagner, je veux dire. C'est sûr que c'était de la faute de Monsieur Gashagner. Mais si le Turc n'était pas passé par là. Il n'était pas passé par là. Pourquoi donc il est passé par là? Il n'aurait pas dû passer par là. Comment conduisent tous ces Turcs? Il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Il a fallu qu'il passe par là au moment où Monsieur Gashagner vidait son seau. Monsieur Gashagner, il est sorti avec son seau. Et au moment où il allait le vider, il y a le Turc qui est passé juste là. Beaucoup trop vite. Ils conduisent comme des fous. Ils vous fichent la trouille en conduisant comme ça, cette racaille. En conduisant comme ça. Quel pauvre monsieur, ce Monsieur Gashagner. Quel homme bien. Quel philanthrope. De nos jours, on ne peut plus traverser la rue sans avoir peur. Quel bel homme. Monsieur Gashagner, vous voulez dire? Oui. Il paraît. Il paraît qu'il allait même en faire des cours de danse. Qu'il allait prendre encore des cours de danse. Oui. Du reste, il y a un neveu de Monsieur Gashagner qui s'est pendu. Comment ça? Ça, je ne sais pas. Le neveu dont il parlait tout le temps, Monsieur Gashagner? Oui, le neveu dont il parlait tout le temps, Monsieur Gashagner. Celui qui avait une maison à Ingolstadt. Celui qui avait une maison à Ingolstadt? Une maison à 2 étages. Celle qu'il avait louée à un tapissier. Un tapissier, vous dites? Oui, à un tapissier. Comment ça, il s'est pendu? À cause d'un procès. Procès? Quoi comme procès? À cause d'un procès en faillite. Parce qu'il a fait faillite. Non, pas lui. Celui à qui il avait loué la maison, le tapissier. Mais en fait, pas le tapissier non plus, mais celui qui fournissait les châssis au tapissier. Quel châssis? Les châssis qu'il faut à un tapissier. Les châssis pour les canapés et les fauteuils. Ah bon? Et puis, quand ils l'ont trouvé, ils ont tenté des tentatives de réanimation, et ça a servi à rien. Il s'est pendu à la porte du séjour par ses bretelles. Bizarre, oui. Pendant 3 jours, ils l'ont pas trouvé. Seulement quand ça a senti mauvais à la porte. Affreux. Ce qui peut se passer chez des gens comme ça qui se tuent. Me pendre? J'aimerais pas, ni me tuer du tout d'ailleurs. C'est des gens bien curieux. Ma mère disait toujours, quelqu'un qui se tue, c'est quelqu'un de dangereux. Seulement, c'est qu'après, quand il s'est tué, que c'était quelqu'un de dangereux. Il avait eu la maison à Ingolstadt. Peut-être qu'il avait fait un héritage. Il avait des parents tellement bizarres, Monsieur Gashagner. Après, il quêtait tout le temps. Vous vous rappelez quand il faisait la quête pour la Thérèse de Kenneth. Et puis, pour le Sahel, pendant des années, il a fait la quête pour le Sahel. Et qui sait où l'argent est allé? Sa sœur avait construit une pension dans la petite vallée de Valzer. Qui sait avec quel argent? Peut-être avec l'argent du Sahel. Qui sait? Il y en a des gens bizarres qui au début n'ont rien. Et puis, tout d'un coup,
tout, ils ont une pension, une demi-pension. Mais elle s'est trop fatiguée. Aussi, elle a eu vite fait de mourir. La demi-pension, elle a eu que 2 ans, puis elle est morte. Il est allé 2-3 fois à Augsbourg, d'ailleurs, M. Geschratner, voir un avocat. Voyez-vous, moi, je crois bien qu'il faisait des affaires pas claires. Il m'a toujours paru suspect. Ça, du vrai là-dedans. La guerre, il n'avait rien du tout. Et puis après, il avait tenté plus. Mais il a fait restaurer l'hôtel de l'église à ses frais. Ça, vous avez raison. Mais avec quel argent? Il ne faut pas toujours voir le mal. Moi, je ne vois pas toujours le mal chez les gens. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais la plupart, ils sont mauvais. On va pas dire du mal des morts. C'est tellement facile de commettre un péché. Ben, voilà déjà le mois de mai qui se termine. Ça passe bien trop vite. Au début, quand on est jeune, il ne veut pas passer, il n'y a rien à faire. Et après, il passe bien trop vite une fois qu'on est vieux. Voyons, Madame Trutzwald, vous êtes encore jeune. Vous êtes encore si jeune. Ça, c'est vite dit, c'est vite dit. Il est arrivé jusqu'à quel âge, M. Geschratner? À 62 ans. Il était dans sa 62e. Et ça, c'est vrai, l'an dernier encore. Il a fait le Zibelhorn. Et la part nord du Wetterstein, ça ne lui a pas posé de problème. Il est monté comme un jeune. Et puis maintenant, ça, La mort, c'est pour tout le monde, Madame Trutzwald. ça la mort, elle ne veut rien savoir. Aujourd'hui, les gens meurent comme des mouches. Qu'ils sortent dans la rue ou pas. Ils meurent dans le lit. Ils meurent dans la rue. Mais mourir bêtement, comme ça, écrasé par un Turc. En fait, on aurait dû l'enfermer. Seulement, c'était pas de sa faute. C'était de la faute de M. Geschratner. Peut-être, mais on aurait quand même dû l'enfermer. Tous ces Turcs et ces Yougoslaves qui traînent partout, on devrait les enfermer. Il n'a regardé ni à droite ni à gauche, M. Geschratner. Il est arrivé beaucoup trop vite, le Turc, un de ces jeunes-là qui n'ont pas froid aux yeux. Combien il en passe d'état maintenant? Ils veulent rien savoir. Monsieur Geschratner, il est allé tout droit dans le Turc sur son vélo. Il n'y avait pas de raison qu'il meure. C'est un si bel homme. Et un bienfaiteur, monsieur Geschratner. C'était un bienfaiteur, et pas seulement pour la paroisse, mais pour toute la Bavière et pour le monde entier. Parce que pendant des années, il a fait la quête pour ça. Je ne sais pas combien de temps, mais des années. Et le bail pour c'est lui qui le payait tous les ans. Et il aidait les secours aux catastrophes. Quand il y avait une inondation, M. Geschratner faisait la quête. Ceux qui font la fête, et ceux qui aident, on les écrase, et les autres traînent partout. Des fois, je me dis qu'il n'y a pas de bon Dieu du tout. Parce que c'est ceux qui font le bien qui meurent, comme ce monsieur Geschratner. Les autres traînent partout. Le Turc traîne n'importe où. Et ce pauvre monsieur Geschratner est à la mort. Le monde est fou! Bon, d'un autre côté, lui, c'est pas. Je me dis souvent, si elle arrive vite sans que ça fasse mal, je serais contente. Mais être écrasée comme ça par un voyou, ça j'aimerais. Je vois les choses autrement. Une belle mort, il disait toujours mon père, on se la souhaite. Mais c'est les autres qui nous. Évidemment, il y a des exceptions. Alors c'est l'exception qui confirme la règle. Monsieur Geschratner m'a dit un jour, il y a 1 an, il fallait que j'aille voir un spécialiste. Parce que j'ai toujours ces tremblements à la main droite. Je manque de potassium, il m'a dit. Et ça peut facilement donner un cancer. J'ai pas eu le temps jusqu'ici. Si vous croyez que je me fie au médecin, moi pas. Moi non plus. Mais après, c'est trop tard. Quand ça fait vraiment mal, c'est trop tard. J'en avais des idées. Ça vous remue aussi naturellement quand vous regardez la tombe ouverte de M. Geschratner. On ne peut pas regarder quand on creuse une tombe. Mon père disait toujours, La mort, c'est rien du tout. C'est mourir qui est idiot. c'était des gens bien, ceux qui savaient des maximes comme ça. D'abord, on fait les enfants,
Et puis après, il faut les regarder mettre en terre. Les souffrances de l'homme sont insondables. Et je disais toujours, Monsieur Descharnais, il aurait pu vivre encore 20 ans, et même plus. Alors qu'il était en parfaite santé. Il paraît qu'il avait une calcification. Une calcification? Oui, dans la tête. C'est le docteur qui l'a dit. Lui. Une calcification dans la tête? Laissez-moi rire. Si quelqu'un avait une calcification dans la tête, c'était certainement pas M. Gachratner. Lui, une calcification. Une calcification avancée. Mais pas M. Gachratner. C'était l'homme le plus intelligent de tout le pays. Vous croyez qu'il serait allé aussi loin qu'il est allé s'il s'était calcifié? Vous n'y croyez pas vous-même. Le docteur dit ça uniquement pour qu'on innocente le Turc. Il innocente uniquement le Turc, c'est vraiment trop transparent. Moi, je vous dis simplement ce que j'ai entendu. C'est vraiment trop transparent, Madame Trusval. Monsieur Gachratner, il avait son baccalauréat. Ah bon? Avec mention. Il a été au lycée à Passau. Il a passé son baccalauréat à Munich. Non, des choses comme ça, je n'y crois pas que Monsieur Gachratner était calcifié. Moi, je dis simplement ce que j'ai entendu. Oh, ben alors, voilà déjà le mois de mai qui se termine. Au point. Cet été, je vais à Palline avec ma fille, où elle a une maison. Quelle belle maison. Avec une vue que vous voyez toutes les montagnes au loin. Vous regardez dehors et vous voyez toutes les montagnes. Voilà. Et puis là, je peux rester assise le soir pendant des heures. Et puis on mange dans le jardin. On prend le café. Et puis on a la télé en couleur. Voilà. Et puis on se couche très tôt, parce que nulle part ailleurs il y a un air aussi bon qu'à Palline. Vous connaissez pas Palline? Si fait. Oh là là, et les fleurs qui poussent là-bas. Nulle part il ne pousse des fleurs aussi belles. Des couleurs si belles et une splendeur dans tout ça. Maintenant, ils ont fait une clinique pour enfants là-bas. C'est un grand professeur qui la dirige. Qu'il est de Kiel sur la Baltique. Il paraît que c'est le meilleur de tous. Il n'opère même pas. Il guérit, comme ça. Si un jour vous avez quelque chose, Madame Trusval, allez à Palline. Il ne fait pas seulement les enfants, il fait aussi les adultes. Il traite aussi le cancer. Tout, Madame Trusval. Peut-être que vous pourriez venir avec nous une fois. Il y a de si belles promenades à Palline. Une usine de tricot qui fait les plus beaux tricots du monde. Et à Palline, vous pouvez les acheter pour moitié prix. Quand je vais à Palline, je m'achète toujours quelque chose pour dessous. Du linge, j'en ai jamais assez. Vous connaissez vraiment Palline? Oui. Et où est-ce que vous habitez? J'habitais pas à Palline. Mais vous avez été à Palline. Oui. Mais vous avez peut-être fait qui passer. Oui. C'est pas tellement Palline qui est. Mais là où ma fille, là c'est très beau. On voit jusqu'au fond des montagnes depuis notre balcon. Monsieur Gachratner est venu nous voir une fois, quand ma fille a eu son 3e enfant. Il lui a apporté des fleurs, de beaux iris tout. C'était quand même un vrai monsieur, avec du tact. Il avait toujours de si belles chemises, que c'était sa gouvernante qui le lui faisait. De toute sa vie, il ne s'est jamais marié, un homme bizarre, mais un homme plein de tact. Et c'est un homme comme ça qui doit mourir. Parce qu'un voyou pareil arrive comme un fou, un de ces voyous, de ces imbéciles. Monsieur Zorneder, à quelle profondeur vous creusez donc? À combien il sera, monsieur Gachratner? 2,60 m. Juste le règlement. Des règlements comme ça, mon père, ça le rendait toujours fou. Mais aujourd'hui, c'est bien de travailler, non? Bien humide. Oui, bien humide. Quel calme. Ils regardent à l'intérieur maintenant les Turcs. Quel calme, quelle horreur. Ils viennent tout nous manger. Ils font rien et ils viennent tout nous manger. Et ils sont sales comme des cochons. Ils se lavent même pas. De toute l'année, ils se lavent pas. Ah, quelle horreur. Regardez-moi donc ça. Mais ils n'y sont pour rien. Si monsieur Gachratner est mort. Ça, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. C'est les gazés. Les gazés. Il faudrait les gazer. Tous ces types-là, faudrait les gazer. Ils ont des poux, ils ont des punaises, et ils n'ont pas froid aux yeux, et ils nous mangent tous cette racaille.
Faire des enfants, ça, ils savent. Mais pour travailler, plus personne. Que ce soit des Turcs ou des Yougoslaves, une racaille comme ça, faudrait les gazer. Faudrait tous les gazer. Vous énervez pas comme ça, Madame Trouffard. Faudrait tous les gazer, tous gazer. Destin est parfois cruel envers les hommes. Tout être humain a une destinée différente. La mienne, elle est stupéfiante, voire rejetable. Mais c'est à vous seul d'en juger. Vers 6 mois, mes parents ils se sont séparés. Et comme mon père il voulait pas que je reste avec ma mère, il m'a confié à ma tante. L'affaire, elle est allée tout droit devant le tribunal de grande instance du Havre. Mauvais début. Ma tante, elle avait déjà 2 fils et 2 filles. J'étais le plus jeune. On habitait rue des Bleuets. Oh, c'était pas sur City, hein, plutôt le Bronx. À l'époque, ça se tirait dessus pour rien là-dedans. Après, on a déménagé rue des Saules, l'autre partie de la Plemont. Plus calme. Beaucoup plus calme. Ma tante, comme elle ne pouvait pas subvenir à nos besoins, elle s'est mise à travailler, à faire des ménages, la nuit. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est pour moi qu'elle a fait ça. Ça fait 12 années que je connais Cafard. J'ai plus aucun respect pour lui, ni le moins de signe de compassion depuis 3 ans. Pourtant, on a vécu des super années ensemble. Ça avait commencé un après-midi où j'avais bastonné un mec de mon âge, je lui ai dit « Ouais, je vais aller le dire à mon cousin. » Quelques minutes après, j'ai une paire de Rangers, pantalon de treillis, un bomberstar, une crête jaune. On a parlé, on a lié des liens, style musique, qualité vestimentaire, tout ça. À partir de là, on a été inséparables, toujours assez polis dans les coups durs. On a tout fait ensemble, on s'est fait des meufs ensemble, on a pris de la canne ensemble. On avait un idéal commun, la race blanche. Je me souviens qu'Affaire, il avait un gros poste. Alors, on écoutait les garçons bouchés, les berrues, avec une grenade dans la poche. Parce qu'on faisait de la détection d'armes anciennes au bois de la Comtesse, à Coqueriville. Puis après, c'était les bureaux mammouths, trafiquer les jeux vidéo, sniffer de la colle triclot dans les rayons. Puis après, je connais Béatrice. À ma sortie de prison, le 18 septembre 89, comme j'avais pas de domicile où aller, parce que j'avais quitté le foyer de mes parents vers mes 14 ans, comme il n'y avait aucun foyer pour jeunes délinquants qui voulaient de moi, en raison de mon agressivité envers les autres jeunes et les éducateurs qui disaient, le juge des enfants, là, qui était co-responsable de moi jusqu'à mes 18 ans, il a décidé de m'interner dans un putain d'hôpital psychiatrique pendant 7 mois, dans un service pour les jeunes qui avaient des problèmes à dominer leur nerfs. Putain, moi je me doutais pourquoi j'allais là-bas, j'avais fait mes preuves en matière de violence. À sauter une fois dans le thorax d'un gendarme, puis lui balancer une plaque d'égout dans le bassin. Sans compter les bastons dans les bars en Bretagne. Avec une fois, j'ai mis du coup de couteau dans le ventre d'un marin. Putain, j'étais piégé. Ouais. À mon arrivée au centre Pierre-Janet, il y a une ravissante jeune fille qui m'a montré ma chambre. J'étais seul, je pouvais avoir ma clé. J'avais le droit de sortir le soir jusqu'à 9h. Alors j'allais chez ma mère. Puis rentrant, je sonnais dans les rues. Je vais prendre une douche. Je vais regarder la télé avec les autres jeunes. Ce qu'on m'avait pas dit,
c'est que je devais prendre des putains de cachets, des gouttes. Hein. Je voyais bien où ça menait. Tous les autres internés, les pavillons là, qui étaient sous étroite surveillance, ils se comportaient tous d'une manière là, euphémistique. Alors, je me doutais bien que c'était ce putain de médicament qu'en était à cause. Alors j'en filais tout à un autre mec en loose day. Mais l'infirmière, cette salope, elle a vu mon manège. Et elle a prévenu le psy coordonné de me couler au lit avec une piqûre. Le 2 octobre 1990, à 0h40. Est né Alan de Daniel, mon fils. À la maternité, je l'ai vu tout petit. Pas un poil sur le caillou. Je l'ai pris dans mes bras pour l'embrasser. Il me faisait des grimaces avec sa bouche, comme s'il me disait « Qui t'es, toi ?» J'étais fier de lui. Je pleurais des larmes de joie. Ce qui m'arrivait était super. Malgré mes 18 ans, j'étais papa. Au bout d'une semaine, on est rentré chez nous. Toute la nuit, je me levais pour le changer, lui donner son biberon. À 10 mois, il marchait déjà, il fallait tout cacher. On avait un chaton. Un jour, Alan y jouait avec le chaton, quand le chaton l'a griffé. Alors bien sûr, on a entendu des pleurs et des babas dans toute la maisonnée. Puis un miaulement. Puis plus rien. Quand je suis arrivé, Alan était assis sur le chaton qui était mort étouffé sous les 20 kilos du petit monstre. Alan avait fait justice lui-même. J'ai pris le chaton et je le donnais à un berger allemand comme façon. J'ai vécu 16 mois avec lui.
16 mois de pur bonheur. Quand Béatrice l'a emmené, j'allais le voir dès que je pouvais, j'avais toujours un truc pour lui. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans les bras du mec à Béatrice. Il m'a vu, il a tendu les bras vers moi. Je l'ai pris pendant 20 minutes, je ne l'ai pas lâché. Il souriait et rigolait comme à ses premiers mois. Puis Béatrice, elle est venue le reprendre. Puis après, je me suis souvent posé la question suivante. Est-ce que tu essaieras de le revoir un jour? Je crois pas parce que Béatrice s'est remariée. Elle a eu un autre bébé. Je crois qu'Alain s'est habitué à sa nouvelle famille. Je crois que ça pourrait lui créer des troubles dans son équilibre familial. Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il soit heureux. Et que la vie lui réserve plein de bonnes choses. Absolument personne qui passait. Mais il est recouvert. Avec un papier d'emballage. Il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert. Tenez, prenez-moi mon missel. Vous pouvez pas le prendre, mais prenez-le. Là. Quand on est passé à l'allée, il n'y avait absolument rien par terre. Rien du tout. Vous avez vu quelque chose, vous, quand on est passé à l'allée? Non. Absolument rien. Je le jure. Ça doit juste venir d'arriver. Vous avez vu quelque chose, vous? Vous avez vu quelque chose, peut-être? Non. Moi, j'en ai vu. Il passait personne. Ça doit juste venir d'arriver pendant qu'on était à l'église. Vous voyez, il est recouvert. Il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert. Avec un papier d'emballage. Mais ils sont toujours recouverts, les morts, avec un papier. Avec un papier d'emballage? Celui-là est recouvert avec un papier d'emballage. Mais ça alors? Mais venez voir un peu. Venez voir. Mais c'est pas la peine d'avoir peur. Les morts, ils vous feront rien. J'en ai tellement vu des morts dans ma vie. Moi, j'ai pas peur. Vous voyez, il est recouvert avec un papier d'emballage. Pourquoi donc ils l'ont laissé par terre puisqu'ils l'ont déjà recouvert? Il y a quelqu'un qui l'a déjà recouvert, vous voyez? Oui. Avec un papier d'emballage. Oui. Quelqu'un doit déjà l'avoir vu. Sinon, c'est pas recouvert. Il y a quelqu'un qui a dû l'écraser et puis quelqu'un qui l'a recouvert. Avec un papier d'emballage. Vous voyez? Un papier d'emballage, oui, grand comme ça. Oui. Il y a quelqu'un qui est passé avec un papier d'emballage. Oui. Il s'est fait écraser. Il y a quelqu'un qui est passé avec un papier d'emballage. Un papier d'emballage grand comme ça. Mais regardez, derrière, vous voyez les pieds? Derrière, il y a les pieds qui dépassent. Vous voyez? Oui. Un homme. C'est un homme. C'est un homme. Ça. Oui. Un homme. Ça, c'est un homme. Venez, venez. Mais n'ayez pas peur. Un homme. Un homme. Ben ça. Mais venez, venez donc. Peut-être qu'on le connaît, cet homme. C'est pas horrible, la mort. Allons donc. J'en ai tellement vu des morts. Mais venez. Mais c'est pas la peine de faire peur. Venez donc. Il faut regarder la mort en face, qu'il disait toujours mon père. C'est pas la peine d'avoir peur. Venez donc un peu avec moi.
Il n'y a pas un bruit. Ça, rien qui vient. Personne qui passe. Oh, mais c'est même pas un mort. Regardez, c'est un rouleau de papier que quelqu'un a perdu d'un camion. Ça alors, un rouleau de papier, c'est tout. Et moi qui croyais à moi. Et avec ça, c'est qu'un rouleau de papier. Oh ben ça alors, un rouleau de papier, c'est... Ben ça alors, rien des croix gammées. Ben ça alors, mais c'est les affiches que mon mari devait coller pendant la nuit. Les affiches à croix gammées, vous comprenez? Rien que des croix gammées. Ben ça alors, rien que des affiches à croix gammées. Et nous, qu'on pensait que c'était un mort. Rien que des affiches à croix gammées. Quel crétin, mon mari. Il perd les affiches. Alors moi, je lui ai dit de bien les attacher sur la mobilette. Quel crétin. Mais quel crétin. Oh, moi, je les aurais attachés au comment. Quel crétin. Prenez les affiches. Prenez ça, là. Prenez ça. Mais des fois, quelqu'un viendrait nous prendre. Il y a toujours quelqu'un. Juste aujourd'hui, il n'y a personne. Si c'est trop long pour vous, vous le dites. Prenez-moi le sel, ça je peux le porter. Et pendant la nuit, je mettrai les affiches moi-même, partout. Mais quel crétin, mon mari, quel crétin. Allez, venez donc. Quel crétin, mais quel crétin. T'as déchiré le col. Complètement déchiré. Cher cousu. Et comment? Et alors, un accro pareil, vous êtes encore tabassé? J'aime pas ça, les manifestations. On ne s'y retrouve pas. Et c'est pourquoi qu'ils manifestent. C'est travailler qu'ils devraient, pas manifester. Et la police? Je me demande un peu. Mais quel abruti, mais quel pauvre con! Mais pauvre con! Je peux plus étendre de lessive au grenier. Tout est bourré. Tout le monde fout son bazar au grenier. Nous, on n'a rien au grenier. T'as entendu? Je peux plus étendre de lessive au grenier. T'entends pas? Toute cette lessive, et j'ai pas de place au grenier. Les chemises, elles sont complètement usées. Ça vaut plus rien, ça, Betty. Ça vaut plus rien du tout. Tout ça, tout bouffé par la sueur. Quand est-ce que tu vas au docteur? T'as encore eu mal au ventre aujourd'hui? Hé, toi, je t'ai demandé quelque chose. Est-ce que t'as encore eu mal au ventre aujourd'hui?
Quel pauvre con, mais pauvre con! Encore mal au ventre aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui t'as encore mal au ventre? Tu te plaignais tant hier. Du côté droit, tu disais. Ou du côté gauche. Ou est-ce que t'as eu mal au ventre aujourd'hui? Aujourd'hui, ça t'élance pas. Ah, fous-moi la paix. On peut quand même prendre des nouvelles de ta santé. C'est pas mon ventre, hein. C'est pas mon ventre. Moi, je m'en fous. N'y va pas. N'y va pas au docteur. Mais je le dis quand même. Je te l'aurais quand même dit. Après, tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit. Ça peut être grave. Ça fait des mois déjà que ça te le fait, que ça te lance. Toute cette lessive, chaque jour, avant, il n'y avait pas toute cette lessive. Qu'est-ce qu'on fait après? On va Myrano ou pas? En fait, Myrano, j'aime pas du tout. Je préfère aller à Wolfratshausen. C'est là que je me repose le mieux. Pour toi, ça ne vaut rien, Myrano. À Wolfratshausen aussi, c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? Si on cherchait une chambre à Wolfratshausen, avec un balcon et une salle de bain. Moi, si j'ai un balcon à Wolfratshausen, j'ai pas besoin de plus. Pourquoi il faut toujours aller chez ta sœur à toi et pas à Wolfratshausen chez ma sœur à moi? Tandis que Myrano, c'est tellement cher. Il n'y a rien d'aussi cher que Myrano. Puis les Italiens, j'aime pas. Cette racaille, ils vous arrachent le sac à main et puis la tête en plus. En voiture, de toute façon, j'y vais pas. Et avec le train, ça coûte très cher. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de faire un grève. Ils n'en foutent pas une de ces fainéants. Je vais pas à Myrano du tout. J'aime pas les Italiens. Et surtout pas les gens de Myrano. Avant que je fasse aux heures, il y a de si belles promenades. Et si on a un balcon, j'ai pas besoin de plus. Le bonheur, la belle vue sur la vallée. Et puis, après, je pourrais tricoter le gilet. Celui que t'aimes, le gilet chaud. Celui qui est doublé sur le ventre. Ou est-ce que tu préfères un autre gilet? Ou est-ce que tu préfères celui qui est doublé sur le ventre? Celui qui est doublé sur le ventre, celui-là, il est bien chaud. Et avec les histoires de reins que t'as toujours, celui-là, il est très bien. Mais celui-là, il faut le double de l'aise. Mais ça fait rien. À Wolfratshausen, j'aurais le temps. T'as encore bien grossi. J'ai l'impression que t'as pris 5 ou 6 kilos. Mais maigrir, ça ne vaut rien non plus. Un homme tout ratatiné, ça ne vaut rien. Ceux qui sont tout rabougris, ça ne vaut rien, ceux-là, ils tombent malades. Aujourd'hui, c'est la mode du maigre. Mais ceux-là, ceux qui suivent la mode du maigre, j'aime pas. C'est déjà passé la mi-temps? Est-ce que c'est la mi-temps? Fous-moi la paix. Je te demande seulement si la mi-temps est déjà passée. Ça va être 11h moins le quart. Il faut que tu te lèves tôt demain matin, t'as oublié? Demain matin, faut aller chercher la bière. 4 caisses, faut que tu prennes. Sinon, faut que tu payes la consigne. En fait, j'aimerais bien aller au cirque. On va au cirque? J'aime bien les cours. Il y a si longtemps qu'on n'est pas allé au cirque. Quel pauvre con. Au fauteuil, j'aimerais toujours. J'ai une peu assez peur des lions. Toi, tu ris tout le temps quand j'ai peur. Le gaz s'est encore augmenté. T'as lu? 20%. Dame Lobinger, avec son mari, elle fait une croisière. 3000 marques. Ils ont versé des arbres. 3 semaines. Il y a une piscine à bord, un buffet pour le petit déjeuner. Mais ça, pour moi, ça ne vaudrait rien. Je
préfère von Strasshausen. Moi, je m'emmerderais tout le temps à bord comme ça, et puis on ne peut pas descendre. Après, quand on est au port, on ne voit rien parce qu'on n'a pas le temps. Tu risques pas que je descende, des fois que le bateau partirait, je me trouve Dieu sait où. Non. Ça, pour moi, ça ne vaut rien. Monsieur Lobinger, il a un cancer. Elle dit, il a été au docteur, voir un spécialiste des maladies internes. Et il lui a analysé le sang. Il est mauvais. Il n'avait jamais rien eu. Il n'arrive pas à y croire. Un accro pareil. Vous êtes encore tabassé avec les jeunes, avec les étudiants. Au lieu de travailler, cette racaille, il n'en fout pas une. Il fout tout en l'air, tout, il fout en l'air. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur peau, parce qu'ils s'emmerdent. Une si belle veste. C'est quelque chose, un accro pareil. Autant en mettre tout de suite une neuve. Autrefois, ça aurait pas existé que cette racaille descende dans la rue. Ce qui manque, c'est un homme à poil. C'est clair. Ça aurait pas existé une racaille pareille. On a peur pour vous. Tous les jours, je me dis, peut-être qu'il rentrera plus jamais. Ça serait bien possible qu'il te foute en l'air. Et après, qu'est-ce que tu auras gagné? Après, j'aurai de bonne mine, sans rien du tout. Quelle dépravation il règne aujourd'hui. Moi, avec cela, je ne serais pas pareil. Moi, je dirais tout de suite dans le tas, dans cette racaille. Je ne les respecterai pas, ces crétins de règlement. Mais ils n'ont plus rien dans le ventre. Ça veut être un état. Laissez-moi rire au lieu de tirer dans le tas. Une si belle veste, tu peux vraiment plus la mettre. Tu devras avoir honte. C'est un homme, ça, qui rentre comme ça à la maison, avec un accro pareil à la veste? Et le pantalon? Qui sait de quoi il a l'air, le pantalon? Ton pantalon aussi, il est déchiré, sans doute. Sans doute que ton pantalon aussi, il est déchiré. Je te le reprise pas. On peut plus le repriser quand c'est déchiré comme ça. Quel connard, mais quel connard! Qu'est-ce que j'ai marié comme homme pour qu'il se laisse chaque jour déchirer l'uniforme, qu'il se laisse chier dessus? Vous êtes tous les mêmes. Des lâches! Vous êtes des lâches! Moi, je dirais simplement dans le tas, dans les étudiants. Après, on aurait la paix! Mais où est-ce qu'on va si ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent? Cette racaille! À aucun prix, je vais aller à Londres. Je vais pas à l'étranger. Je vais à Volch-Strasshausen. Tu peux faire ce que tu veux. Je me mets sur le balcon et je regarde la vallée. Une si belle vallée. Une si belle vallée. J'en ai pas en tête. Et au moins comme ça, je finirai par revoir ma sœur. D'ailleurs, en Italie, tous ces gens qui se baladent à poil, j'aime pas ça. Ils se baladent tous à poil, ils ont même pas de respect. Parce qu'il fait chaud, ils croient comme ça qu'ils peuvent se balader à poil. Ça n'existe pas à Volch-Strasshausen. Il faudrait une bonne fois que tu tires dans le tas. Dans les étudiants, dans cette racaille. Après, on aurait la paix. Ils se foutent de votre gueule, ils vous chient dessus. Ils sont poussés par les juifs et ils vous chient dessus. Moi, je dirais dans cette racaille. Moi, je me gênerais pas. Maintenant, c'est tous les jours que tu rentres en lambeaux à la maison. C'est vraiment pas possible. Dame Lobinger, elle, l'uniforme de son mari, elle ne reprise pas comme moi. Elle ne traite pas pareil son mari. Avec celle-là, tu pourrais pas faire ça. Mais celle-là, j'aimerais pas être dans la peau de celle-là. Pas dans la peau de celle-là. Et Lobinger aussi, c'est un crétin. Il répète tout ce qu'elle raconte. Qu'est-ce que c'est comme homme, dans ça? J'en voudrais pas. Moi, je me gênerais pas avec cette racaille.
C'est déjà la mi-temps? Tu m'écoutes. Il en est le jeu. C'est qui joue? Ça m'a bien l'air d'être des Anglais. Peut-être même que ce sont des Anglais. Quel pauvre con, mais quel pauvre con. Faudrait les foutre dehors du stade. Moi, je les foutrais dehors. Moi, je les foutrais dehors. Les Anglais aussi, c'est la racaille. Tous, c'est la racaille. Moi, c'est dans le tas, je dirais. Moi, je dirais dans le tas. Mon homme. Quel homme t'es. Moi, je dirais dans le tas. Dans le tas, je dirais. Dans le tas. Dans le tas. De Angloma qui cherche un homme démarqué, c'est Vincent Guérin, le capitaine qui est en position. Oui, quand même prédestiné le rock car il n'a pas eu droit à la frappe habituelle de... Vous voulez vivre là-dedans. Les gens sont entassés dans les logements. Là, au-dessus de chez moi, c'est le même appartement que le mien. Ils ont 3 chambres. Ils ont 9 gosses. Ils sont 11 là-dedans. Et au-dessus, ils sont 12. Et les gamins ici, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Les parents les laissent faire. Il y a des trafics de scooters, là-dessous, dans les caves. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça bricole jusqu'à 2 h du matin. Ça se met dans les allées, ça fait les vidanges. Ça les suit dans les allées. Enfin, c'est le vrai caca. Et parfois, il reste jusqu'à 10 h, 11 h du soir dehors. Au début, c'était bien ici. Il n'y avait pas tous ces immeubles, il n'y avait pas tout l'entourage de ça, il y avait moins de gosses, il y avait moins de, je ne sais pas comment dire, il y avait moins de bazar. Il faut dire que la vie, elle évolue. Et puis, à une époque, on a dit, il faut relouer les appartements ici. Alors, on a mis ce qu'on a voulu. Toutes les familles indésirables. C'est vrai que, qui c'est qui les a? Qui les a eu sur le dos? C'est Villeneuve. À la régie de l'office HLM, ils se sont aperçus que ça se dégradait et tout. Les logements étaient vides. Alors ils se sont dit, il faut que l'argent entre aussi dans une régie. Alors on a dit, on va ramener du monde à Villeneuve. Ils ont ramené du monde. Et maintenant, les gamins, ils ont grandi. Et c'est tous des emmerdeurs. Les gosses maintenant, ceux qui sont grands, c'est des chômeurs. Qui ne trouvent pas de boulot. Alors, qu'est-ce qu'ils font? On vole des voitures, on fait des casses, on fait ci, on se drogue. Il y a trop de laxisme à Villeneuve. Parce que moi, j'ai habité 3 ans dans la commune voisine. Quand il y a eu pareil, la même histoire, j'y étais, ils ont fait venir les CRS. Les CRS sont restés pas mal de mois. Ils sont restés 6 mois. Pistolets mitrailleurs, treillis, rangers, le poste de radio dans le dos. Nuit et jour, hein, jour et nuit. Ça n'arrêtait pas. Et ça s'est calmé, hein. À Villeneuve, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'eux qui font ça. Et moi, je ne veux pas dire personnellement, je ne veux pas être raciste avec eux, mais moi je dis... C'est la génération beurre. Voilà, il n'y a qu'eux. Il y a même des Français, des jeunes Français qui sont avec eux. Et ils sont contents, vraiment contents de... Quand vous êtes appelé à 2 h du matin pour aller dans une allée, vous trouvez 40 jeunes dans une allée qui sont tous bourrés, vous vous faites insulter. Moi, j'ai été 2 fois maintenant, je dis non, terminé. Moi, il y a un truc, hein, moi, c'est mon opinion en moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est les parents. Pourquoi on laisse des gosses qui ont la moyenne d'âge de 14-15 ans toute la nuit? On les croise le soir dans les allées, ils prennent les scottés, ça descend en ville, ils partent à plusieurs et ils reviennent avec des scooters volés. Ça ne les dérange pas. Et quand vous appelez les flics, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, vous les appelez les flics de Villeneuve, ils vous disent nous, on ne se déplace plus. Ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur, c'est tout. Ben oui, c'est normal. C'est une dégradée. La dégradation. Vous arrivez à une autre voiture. Vous montez chez vous 2 minutes, vous descendez, vous avez le carreau cassé, on vous appelle au poste, c'est plus vivable. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Il faut rien leur dire, il faut les laisser vivre, ces petits gars, il faut les laisser faire. C'est plus possible. Après, on se demande pourquoi on ne retient pas d'autres locataires que les Maghrébins dans les unes. Pourquoi? Les gars, ils restent jusqu'à 3 h du matin dans les allées, à boire et à fumer, à se faire des joints. Après, ils sont complètement tarés à boire et à fumer comme ça en même temps. On sort. On commence à leur dire quelque chose, on a droit à toutes les insultes du monde. Et le lendemain matin, quand on prend sa voiture pour aller au boulot, on nous a crevé les pneus, on nous a cassé le pare-brise, on nous a tout cassé. Il faut rien leur dire. Il faut les laisser faire. Alors nous, on s'est réunis entre nous les gardiens. On a dit, maintenant, ils peuvent tout casser. Nous, on ne veut plus réparer. Ça sert à rien. On croit toujours qu'on veut les arnaquer, qu'on veut les voler. Ici... Et c'est eux qui nous arnaquent.
qu'ils arrêtent de voler et que l'immeuble reste propre. Mais j'arrête pas de leur dire. En plus, vous êtes la France. On doit se dire, c'est les jeunes de demain, c'est eux qui vont faire... Ben, ça fait peur, hein. Ils ont dit qu'à Villeneuve, ils avaient mis en place des salles, des machins, mais c'est tout façade, c'est tout faux. Les jeunes n'ont aucun accès à ces salles-là. Eux, si on veut ça, on veut ça, on veut ça. En fin de compte, on leur donne ça. Ça les empêche pas d'aller voler. Mais c'est bien de discuter avec eux. Même si tu as l'impression de parler dans le vide, il y a toujours une petite phrase, un petit mot qui... moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais, t'as l'impression. Parce que je vois bien, quand on leur a donné la salle, qu'on leur a amené tous les meubles, les chaises, les tables, tout ça, qu'on leur a donné la peinture, 8 jours après, on a fermé la salle. Ils avaient tout cassé. Il devait y avoir un truc. Oh, il y a toujours un truc quelque part. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Jeanne avait un problème de je sais pas trop quoi, de relation avec sa belle-mère. Je lui dis, mais il faut en discuter de ça. Il y a toujours moyen de s'arranger. Oh là, tu crois pas, il me dit. Moi, mon père, je lui parle pas. Je parle pas. Et quand il me parle, c'est pour me taper. Moi, j'en connais un qui tape même son père quand il lui laisse pas les voitures. Il me dit, mais t'as vu dans quel bordel on vit? Qu'est-ce que tu veux qu'on ait dans cette taudis? C'est sale partout. C'est sale à l'extérieur, c'est sale dedans. Il y a des cafards partout. Et nous, on se sent sale sur nous. C'est vrai, quand tu rentres là chez toi, du côté des allées, tu vois, c'est sale, c'est... Moi, je prendrais le cafard. Moi, je respecte parce que je suis comme ça, mais le jeune qui est un peu à la rue, ça ne va pas l'inciter à avoir une vie stable. Tout petit, il voit ses parents qui sont entassés à 10, 12 pères dans une seule pièce. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas un coin pour eux. Ben, oh, faut pas exagérer, hein. Mais c'est important que l'enfant petit ait un coin pour lui. Non, mais regarde, regarde. Nous, on était 10. On habitait dans un F4. On n'est pas traumatisés. On cassait pas tout le quartier. La chambre est bien tombée, tu pouvais la voir. Et puis avant, c'était pas pareil que maintenant. Aujourd'hui, quand t'as un boulot, si tu en changes, tu n'en retrouves plus. Et puis il n'y a pas de travail, il n'y a plus rien. Et quand t'es arabe, il n'y a pas de boulot. Mais oui. Mais pourquoi? Ben je sais pas. Aux jeunes, moi je leur dis, mais vous pensez qu'à détruire, qu'à casser, mais réunissez-vous, faites un projet tous ensemble, et qu'il y en ait même un à la limite qui soit responsable. Mais ils ne veulent pas être responsables. Ils n'ont pas confiance en leur propre valeur. Ben, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux. C'est dingue, mais... Non, il faut discuter. Il faut aller à l'écoute des gens. Il ne faut pas les lâcher. Il faut être derrière eux sans relâche. Il faut parler, parler, parler. Tu sais, quand tu leur parles bien, eh ben, s'ils veulent par derrière, ils en pensent pas moins. Ils se foutent de ta gueule. Mais ça fait rien au début et puis ça fait son chemin dans la tête. Moi je dis qu'on ne résoudra rien avec le fric. C'est pas une solution. Ouais, mais pourquoi que nous, on nous demande aux gardiens, à nous ici, même les flics qui me disent discutez avec eux, discutez avec eux. Mais oh, on est gardien d'immeuble. Oui, mais t'es père de famille. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as vu ce qu'ils pensent de nous? Ça fait rien ce qu'ils pensent de toi. Moi je leur dis bonjour, ils me répondent même pas. Je sais, ils sont mal polis. Vous n'avez pas à faire de la répression, n'empêche. Non, mais justement, là, les magouilles, moi aussi, j'avais rien à foutre. Bricoler un scooter dans une allée jusqu'à 3 heures du matin. Eh bien, pour eux, quand tu vas leur dire, il ne faut pas faire ça, pour eux, c'est de la répression. T'es raciste, t'es un con, t'es tout ce que tu veux, et tu dégages et tu rentres chez toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est qui va trouver la solution? Je suis orientée, je sais plus. Je sais pas. Il n'y a aucun parti qui me convienne. Je sais plus où aller. Je me surpromène à me dire, tu vas voter Le Pen, ça leur foutra la troupe. Oh, mais c'est pas moi, je sais plus où aller, je sais pas. Ils me dégoûtent tous, et moi avec.
Nous ne leur pardonnons rien. Nous ne sommes pas en état de le faire. Rien n'est à pardonner aux parents. Le crime de la mise au monde ne se pardonne pas. Nous n'échappons pas à notre destin, à coup sûr. Par confiance en moi, j'ai rompu toute relation. Richard III, inaccessible, totalement inaccessible. Versification insupportable, traduction bâclée. Nous voulons qu'on nous laisse seuls. Et on ne nous laisse pas seuls. Nous coupons tous les ponts derrière nous. Et on vient nous importuner. Nous voulons avoir notre paix. Et on frappe à la porte. Inaccessible. Personne pour partenaire. Trop vite vieillis. Ils ont tous disparu du jour au lendemain. C'est toi, Catherine? Ah, oui! Mon enfant! Un instant! Rien qu'un instant! Je suis en train de lire un livre! Schopenhauer. Schopenhauer, mon enfant. Un instant. J'enfile juste ma veste. Je suis en train de lire un livre et j'enfile ma veste. Pourquoi viens-tu maintenant? Nous avions dit 11 heures. Il est 1h30 maintenant. Ah. Un instant. Nous pensons que c'est le mauvais génie et c'est le bon. Je suis le vieil acteur à qui tu apportes le lait chaque mardi et chaque vendredi. Tu apportes le lait au vieil acteur. Entre et entre, mon enfant. Les hommes sont la cause, toujours les hommes. Les humains sont cruels, mon enfant, et délirent de pouvoir. L'humanité entière délire de pouvoir. Où que nous regardions, nous ne voyons que l'humanité délirant de pouvoir. Nous sommes au cœur d'un processus catastrophique de crétinisation. La couronne n'est pas un crime. Richard. Je l'ai joué à Wisbo et à Beaune. Ce ne fut pas un succès. J'aimais le rôle, mais je n'en tirais aucun succès. Richard. Nous n'avons aucun succès, mais nous aimons le rôle. Richard. Mais cela ne te dit évidemment rien. Viens, donne-moi la boîte. Les gens de théâtre ont seulement l'air redoutables. En fait, ils ne le sont pas. Est-ce que tu as peur de moi? À Duisbourg, j'ai fait du théâtre. J'ai joué Richard III, Don Carlos aussi. Tout. Et de temps en temps, me prend l'envie de ceindre la couronne.
Tous les bons acteurs sont fous. Le théâtre tout entier est fou. Les gens de théâtre, les gens fous. Le monde du théâtre, un monde fou. Ne veux-tu pas t'asseoir? L'acteur a une couronne sur la tête, mais il n'est pas un roi. L'acteur parle une langue royale, mais il n'est pas un roi. L'acteur porte un manteau de couronnement, mais il n'est pas un roi. L'acteur qui a une couronne sur la tête est un pauvre vieil homme. Est-ce que ta mère t'a permis d'aller à l'opéra avec moi comme je te l'ai promis? Tu vois, elle ne permet pas que tu ailles à l'opéra avec moi. Pour la flûte enchantée, c'est le plus bel événement qui soit pour un enfant. La première fois à l'opéra, et de plus, pour la flûte enchantée. Plus tard, peut-être, les humains sont des destructeurs. Même leur propre enfant. Ils le démolissent aussitôt, avant même qu'il puisse respirer normalement. Depuis plus de 10 ans, depuis mon 70e anniversaire, je garde cette couronne dans la caisse. Et tous les deuxièmes mardis de chaque mois, je la mets. S'il te plaît, la couronne. Nous avons de la dignité quand nous avons une couronne sur la tête. Mais c'est insensé, en tant que vieil acteur, se mettre une couronne de théâtre. C'est ridicule. Rien d'autre que ridicule. Est-ce que tu savais que j'ai joué à Duisbourg et à Osnabrück? Rien que des fous. L'art de l'acteur est un art qui tue. Veux-tu un jus de fruits? Du jus de griotte? Attends un instant et ne pas avaler tout de suite, sinon tu vas attraper un rhume. Les hommes sont avides et avalent avec avidité, tout de suite. Tu verras, tout est compliqué dans le monde. Tout a l'air simple, mais c'est très compliqué. Tout est compliqué. Les hommes ne pardonnent pas. C'est cela même. Les hommes punissent, mais ne pardonnent pas. Comment s'est passée l'heure de la mathématique, Pénélope? Attention, gorgée après gorgée. Boire lentement. Manger lentement et boire lentement. Lire lentement aussi. Peux-tu me dire ce qu'il y a écrit sur la feuille? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Acheter du poison à souris. Exact! Acheter du poison à souris. Je ne prends plus les souris au piège, je les empoisonne. Cela me dégoûte de les noyer dans le seau. Pendant des dizaines d'années, j'ai noyé mes souris dans le seau. Maintenant, je les empoisonne. Soudainement, il n'y a plus de sens à porter la couronne sur la tête. Les couronnes royales ne sont pas si lourdes. Je ne la supporte pas plus d'1 heure sur ma tête. En dehors de toi, personne ne m'a encore vu avec ma couronne sur la tête. Promets-moi que tu ne diras à personne que tu m'as vu avec cette couronne sur la tête, sinon les gens croiraient que je suis fou. Un acteur peut se permettre de porter une couronne sur la tête sans être fou. Bien,
Viens là, je vais la poser sur ta tête. Tu dois t'agenouiller pour recevoir la couronne qui doit être à genoux. Oh, comme tu es belle, avec la couronne. Mais des filles comme toi n'ont jamais porté de couronne. C'est ridicule. Ridicule. Rien d'autre que ridicule. Ridicule, 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 ridicule. Je ne suis pas fou. Naturellement, je ne suis pas fou. J'ai totalement épuisé tout ce temps que j'ai porté la couronne. J'ai pensé, ce sont les gens de l'assurance contre le cambriolage. J'attends des gens de l'assurance contre le cambriolage. Je suis assuré contre le cambriolage, n'est-ce pas ridicule? Je suis assuré contre le cambriolage, et je ne possède que cette couronne minable. Et je suis assuré contre le cambriolage. C'est misérable demeure, cette couronne sans valeur. Je suis assuré contre le cambriolage. Viens là. Viens là, s'il te plaît. Les gens n'ont pas compris que je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Je n'ouvre plus à personne, rien que toi. Reviendras-tu vendredi prochain? Je vais maintenant te faire une confidence. Écoute-moi bien. Je n'aime pas du tout le lait. Et c'est pourquoi je ne bois pas de lait. Mais je veux te voir tous les mardis et tous les vendredis. Je veux te voir. Comprends-tu cela? Le lait, je l'ai toujours haï. Quand tu n'es plus là, je jette tout le lait dans l'évier. Ne le dis pas à ta mère. Tu dois dire à tout le monde, le célèbre acteur de la rue, Hans Sachs, adore le lait et il boit du lait. Il ne prend absolument rien d'autre que du lait. Voilà ce que tu diras à tout le monde, promets-le-moi. Ma chère enfant, vendredi prochain, tu m'amèneras le poison à souris pour empoisonner toutes les souris de cette maison. Si je suis encore là, tu dois dire à tout le monde, le célèbre acteur de la rue Hans Sachs boit du lait. Il n'existe que parce qu'il boit tous les jours du lait. Promets-le-moi. Tant que nous existons, nous jouons la comédie et nous faisons du théâtre. D'abord une masse de travail énorme, mais dépassant de beaucoup les capacités journalières au travail, voyez-vous. Donc comme je voyais que ça n'allait pas,
J'ai été voir mon supérieur hiérarchique de l'époque et je lui avais dit, mais si monsieur Roger veut me licencier, qu'il me licencie. Moi, je ne peux pas continuer comme ça. On m'a répondu, non, on veut bien que tu t'en ailles, mais sans être licencié. Non, c'était une angoisse de tous les jours. Moi, il arrivait dans mon bureau, j'étais encombrée par les dossiers. Il me disait, Corinne, donne-moi tel dossier. Il fallait tout de suite que j'aie à l'esprit de lui donner le dossier en quelques secondes. Non, j'ai vécu 5 ans en dossier. J'avais un cobadis, un agenda, vous savez. Je ne me quittais jamais. À la maison, je n'en sais pas. Quelquefois, mon mari venait et me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec cet agenda? Il est bourré de noir. Parce que je l'avais le soir avant de m'endormir. Je récapitulais tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais à faire. Mais si vous voulez, c'était pour m'imprégner. J'ai vécu ça. Il couchait avec tout le monde. Et ça, c'était la règle. Il n'y a pas une seule fille, pas une seule petite secrétaire qui ne soit entrée dans cette société sans avoir passé par le lit de M. Roger. C'était la règle. Et bien, rien que pour ça, moi, j'aurais pas voulu. Alors, il y avait toujours cette agressivité à mon égard. Mais c'était une agressivité intellectuelle, je dirais, continuelle. Par exemple, moi, je suis restée 2 ans sans avoir aucune augmentation personnelle. Je faisais, comme les gens disaient autour de moi, je faisais mon chemin de Damas. Et c'était affreux, affreux, parce que si vous voulez, c'était continuel, continuel. Et il manifestait son agressivité à mon égard devant tout le monde. C'est un jour, il m'a fait appeler dans son bureau. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait toujours tout le monde. Il le faisait exprès pour mieux me vexer. Et il m'a dit, j'ai bien envie de te foutre à la porte. Je lui ai dit, ben faites, monsieur. Il m'a dit, oui, même si je dois en mettre 2 à ta place, parce que j'en ai plein d'autres, toi. Vous voyez, c'est toujours implicite comme ça. Et ça s'est goupillé comme ça. Un jour, il m'a dit, Corinne, est-ce que tu m'aimes? Je lui ai dit, mais oui, monsieur. Comme ma petite médaille. Plus qu'hier, moins que demain. Mais je lui ai dit, ça sera toujours comme ça. Ah oui, il m'a dit, il est parti. Mais un jour, il m'a dit, tu le regretteras. C'était pas un homme qui était amoureux de moi. Ça n'avait aucune espèce d'importance. C'était un pied noir. Et pour s'imposer, il avait besoin de coucher avec. Mais tant de travail. Il n'aimait pas beaucoup les compétences des femmes. Ma compétence, enfin. Il aurait préféré que je couche avec lui. Alors là, j'aurais pu après rester dans mon bureau, ne rien faire. Pendant 2 ans et demi, parce qu'en général, ça durait 2 ans et demi. Et encore, j'ai oublié plein de choses. Parce que depuis, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon travail, il m'est arrivé beaucoup de choses. Les autres, mais les autres, ils avaient peur. Oh, il y en avait bien, surtout chez les femmes, qui étaient bien pour se réjouir. Vous savez, c'est bien fait pour elles. Qu'est-ce qu'elles se croient, celles-là? Des choses comme ça. Chez les hommes, il y en avait plein qui n'en parlaient pas. Les gens, ça leur était égal que je couche ou que je ne couche pas. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec cet homme. Je n'ai jamais vu personne partir. D'abord, il payait très très bien son personnel d'encadrement. Et le petit personnel. On n'était pas beaucoup puisqu'on était au siège. Non, moi, il m'avait dans le collimateur. Mais pour une raison. Je vais parler vulgairement, excusez-moi, mais c'est pour une histoire de cul. Alors, quand on a appris que M. Roger partait dans le voyage, c'était horrible, tout le monde respirait. Parce que, quand il vous appelait à la porte, on n'entendait plus personne, on ne voyait plus personne. On savait que la personne qui était appelée allait prendre son compte. Oh, c'était terrible. Oh, je vais vous en raconter une bien précise. Un jour, je me suis trouvée arrivée à 8h du matin. On marchait côte à côte, on n'avait rien à se dire. On arrive dans le hall et on voit un grand carton. Et vous savez, un carton maritime, très très dur. Il voit ça, il se met à gueuler, tout ça, et il fiche un grand coup de pied dans le carton. Mais moi, ça a été plus fort que moi. J'ai éclaté de rire parce que le pied est resté coincé dans le carton. Il aurait dû se casser le pied d'ailleurs. Eh bien, il a sorti son carton toute la journée. Enlevez-moi ces affaires, il s'est foutu de ma gueule, j'avoue à la porte. Il a fait faire mon compte à la comptable pour savoir combien il me devait. Oh, il a laissé tomber, ça coûte trop cher. Enfin, c'est pour vous situer le personnage. Enfin, tout le monde a été sous le pont toute la journée avec ça. Et il n'avait aucune formation en tant que directeur. Mais il avait une capacité de travail énorme. Ça, il avait un esprit extraordinaire. Si vous voulez, moi, je regrettais ça, parce que
C'était un type sur le plan des idées, des truandages, des combines, c'était un type extraordinaire. Je vous dis, c'était rapide, massouille, petit. Pour moi, la bagarre. Non. Moi, je la fuis maintenant, la bagarre. Bon, je n'irai pas jusqu'à céder, non. Mais je tomberais malade, quelque chose comme ça. Mais là, je me battais. Je ne voulais pas accepter. C'était quelque chose d'horrible. Mon mari n'en savait rien. Mais jamais je n'ai parlé de mes problèmes à mon mari. Jamais. Je ne l'ai jamais parlé de mes problèmes à la maison. Oh, il y a une fois où ma fille m'a reproché, mais 10 ans plus tard, elle m'a dit « C'est bien que tu sois partie de là-dedans, maman. Parce que tu ne t'en rendais pas compte, mais il n'y avait que ton travail qui comptait. » Mais oui, c'était à faire, oui. Il ne pouvait pas tolérer qu'on puisse partir du travail et rentrer tranquille. Mais en dehors de ça, vous pouvez le comprendre. C'était valable pour tous les gens de la société. Mais c'est comme... Mais c'est comme je vous disais, je l'aurais fait, ça aurait été pareil. Mais en dehors de ça, il y a quand même une limite. Là, il n'y en avait pas. Vous savez, c'est très difficile de travailler comme ça. Ça vous marque. Ça vous marque à vie même. Ça vous rend un peu méchant, un peu méfiant. Parce qu'on n'est pas sur ces gardes comme ça pendant des années. Ça devient un peu méchant, un peu méfiant. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais toute étonnée. Je trouvais que les gens étaient trop gentils. Je me méfiais. Ici, on n'a pas à se bagarrer pour monter. On a tous un travail déterminé à faire. Voilà. Mais c'est un peu tristement, quoi. Ensuite, mon mari a attrapé un refroidissement, il a dû s'aliter. Ces vieux lits qui grincent. Ensuite, il a plu pendant 8 jours. Mais ce n'est pas effrayant dans un petit village de montagne, quand il pleut sans interruption et que cela ne cesse pas. On ne peut tout de même pas passer tout ce temps dans un lit. N'est-ce pas? Surtout quand on ne reçoit pas le moindre journal dans un trou pareil. Alors nous sommes tout simplement partis. Nous avions retenu pour 3 semaines et nous ne sommes restés qu'une semaine, imaginez. Et de retour à la maison, c'est de nouveau cette ignoble presse de bouche qui nous saute à la figure. Ah, prenez donc la table. Même à Buchenwald, j'en faisais pour mon mari. Et pourtant, là-bas, c'était difficile. Il aime la Linzertorte plus que tout. Mais il ne faut pas qu'il soit trop sèche. Si vous voulez chasser mon mari, offrez-lui de la Zappertorte. Mais la Linzertorte, ça, il l'aime. C'est un fou de Linzertorte. Si ça vous intéresse, je vous noterai la recette. En réalité, c'est mon secret, mais vous saurez comment on l'a fait. Une pincée de cannelle, vous savez? Rien qu'une pincée. Un radom, nous mangions tout de même très bien. Et ces jolies polonaises, vraiment de première. Il leur coupait simplement les cheveux.
Et c'était pas piqué les hannetons. Ils l'ont coupé simplement les cheveux. Et ils portaient pour un chouette si elle n'obéissait pas. Richard, toujours la même histoire. Les polonaises étaient appréciées. Mon mari en a toujours raffolé. Mais ce n'était rien à côté des Dalmates, celle du Cap. Celle-là n'avait pas servi quand elles arrivaient sur la côte. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de mon mari à Raguse. Nous ne disons pas Dubrovnik, nous disons Raguse. Les partisans faisaient des carnages quand ils attrapaient les Allemands. Ils leur crevaient les yeux, ou bien ils leur coupaient le pénis pour le leur mettre dans la bouche. N'est-ce pas, Richard? Un spectacle effroyable. N'est-ce pas, Richard? Les partisans, c'était le pire. Celui qui tombait entre les mains des partisans était vite mutilé, jusqu'à en être méconnaissable. Mais il y avait un café si joli. Nous y allions pour prendre le café. Ils avaient encore de la crème, comme il n'y en avait déjà plus nulle part. Naturellement, nous avions peur, mais c'était tout à fait normal d'avoir peur. Ce bon Johannes Kedrich, avec qui mon mari allait au lycée, à Pleuve, ils l'ont abattu dans un guet-apens, dans le café, au moment où il mangeait de la crème. Pauvre garçon. Juste au moment où j'allais entrer dans le café, ils lui ont tiré une balle dans le dos. Sa tête baignait dans la crème. Je me suis dit, mais comme tout ça est comique. Naturellement, je n'ai pas tardé à ne plus rire. Mais c'était un bel enterrement. De si aussi près, là, des palmiers, des agaves, un air si doux au cimetière. C'est là que j'ai eu le temps d'observer à fond mon mari. C'est là que je me suis décidée à l'épouser. Nous avons célébré nos fiançailles quand Mulders en a dégommé 3 le même jour. Mulders, ça c'était un homme. Et Novotny. Ah, celui-là avait d'ailleurs des feuilles de chêne avec épée. Pas seulement avec épée, avec feuilles de chêne, et épée, et brillant. Novotny, j'en raffolais. Mais tout ça se passait avant que le Tirpitz n'ait coulé? Et quand le Tirpitz a-t-il donc coulé? Oui, quand le Tirpitz a-t-il donc coulé? Vers fin 44, je pense. Fin 44. C'est possible. Le Tirpitz a coulé fin 44. Sinon, même avant. Peut-être qu'il a coulé début 44. Peut-être même que c'est en 45 qu'il a coulé. En 45, certainement pas. Non, début 45. Peut-être qu'il a coulé que début 45. Un si fier navire. Je le vois encore prendre la mer. J'étais à terre à Wilhelmshaven quand le Tirpitz a pris la mer. Formidable navire. Je suis resté longtemps à le suivre des yeux. Mais où a-t-il donc coulé? Au Skagerrak, n'est-ce pas? Au Kattegat, je pensais. Je pensais au Kattegat. Dans la Baltique, n'est-ce pas? Il a coulé dans la Baltique. Ou il a coulé dans la mer du Nord. Ou dans l'Atlantique. Enfin, bon. Curieux, je ne sache pas s'il a coulé dans la Baltique ou dans la mer du Nord. Maintenant, le Tirpitz a coulé. Maintenant, c'est la mauvaise pente, a dit mon mari naturellement. Nous ne pensions pas à une défaite. D'une manière ou d'une autre, à partir du moment où le Tirpitz a coulé, ça a été la mauvaise pente. La mauvaise pente. Quelle expression, la mauvaise pente? La mauvaise pente. Enfin, bon, j'ai l'impression que maintenant, tout de même, nous remontons la pente. N'ai-je pas raison? Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Nous remontons la pente. Ces beaux navires de guerre allemands qui ont tous coulé. Je revois encore les actualités, avec du Liszt. Effroyable. Aux actualités, on voyait couler l'Allemagne, et toujours avec du Liszt. Effroyable. Le tragique, c'était les officiers supérieurs sur lesquels le Führer ne pouvait pas compter, ni sur la noblesse, sur personne. Ah, apportez-nous donc encore un peu de crème, mademoiselle Nora, et puis servez le café au salon. Ce sont les généraux eux-mêmes qui ont trahi le Führer.
Ce sont les officiers qui ont été les traîtres. Où en serions-nous aujourd'hui si nous avions eu de valeureux et fidèles généraux? Monsieur le juge Bulfen, dites-le vous-même, il n'y avait en fait pas un seul général vraiment fidèle au Führer. Pas un seul. La catastrophe devait arriver. Pensez seulement à des gens comme Rauschitsch, comme Rundstedt, pour ne rien dire de Paulus. J'ai honte de seulement prononcer ces noms. Les hommes, d'ailleurs, n'ont jamais été d'aussi fidèles Allemands que les femmes. Les hommes ont toujours poignardé l'Allemagne dans le dos. Oh, quelques exceptions près. Toi, par exemple. Et toi, notre cher juge. Et toi, notre vice-président du tribunal. Je dis toujours à mon mari, si tu as une attaque, c'est Huber qui sera ton successeur. Il n'est pas ton conseil. Ah, n'est-ce pas là que tes frères? Mais tel que je te connais, tu nous enverras tous. Non, pas cette tonalité. Aujourd'hui, nous ne voulons pas de cette tonalité tragique. Faites-le fort, le café, mademoiselle Laura. Allez, oui. Comme ces créatures sont imbéciles. Imbéciles. Il y a déjà 2 ans qu'elle est dans la maison. Elle ne sait toujours pas comment on fouette la crème. Mais sans ces imbéciles, nous ne pouvons pas nous en sortir. Tu en as liquidé 12 000. Pardonne-moi la dureté du mot. Et Hubert t'a acquitté comme Ulfenzel m'a acquitté. Finalement, de ma propre main, j'en ai liquidé 28. Pendu. Oui. 19 Françaises et 9 Russes. Oui, c'est ça. Mais le temps finit par guérir toutes les blessures que nous ne devons pas à la firme Huber et Mühlfenzel, comme je dis toujours. C'est vrai qu'il le dit quelquefois quand il rentre en lui-même. Mais nous voulions être gais, n'est-ce pas? Servez-vous donc de crème. À Buchenwald, ce n'était pas si terrible que ça, n'est-ce pas? Ah, mais c'est non plus dans les petits camps, ce n'était pas si terrible. Là, il n'y a pas eu des millions de morts. À Buchenwald, ce n'était pas si terrible. Du reste, c'est à Buchenwald que mon mari et moi nous sommes mariés. Ça n'était vraiment pas facile de dénicher une rue blanche. Et vous aviez eu une traîne? Oui. La traîne de ma femme était longue de 3 mètres de la soie de France, directement de Paris. La cérémonie embaumée de parfum de France, le plus raffiné qui soit. Le 12! Qu'est-ce qu'il y a le 12? C'est le 12 novembre 1944 que le Tirpitz a coulé. Je voudrais simplement souligner, mes chers amis, que ce jour est un très grand jour et que c'est pour moi une joie toute particulière, pour moi et pour ma chère femme, de célébrer ce jour ici, dans la maison des Sutterling. J'ai acquitté notre ami Sutterling, c'est-à-dire que je n'ai même pas permis à l'accusation de voir le jour. J'ai pour ainsi dire liquidé le procès. Mon cher Sutterling, nous autres juges, nous nous serrons les coudes. Nous devons nous serrer les coudes. Et nous nous sommes toujours serrés les coudes. Nous ne nous laisserons pas égarer. Cette ignoble presse de gauche peut écrire ce qu'elle veut. Mais qu'elle écrive ce qu'elle veut, mon cher Sutterling. Mon cher Sutterling, j'ai liquidé le procès contre vous. Je vous ai acquitté. J'ai dit le droit, le droit. Nous sommes conjurés contre la juiverie. Fêtez avec moi ce soir l'acquittement de la véritable humanité allemande. Nous sommes tous acquittés en ce grand moment de l'histoire allemande. Nous sommes tous
acquitter. Une accusation qui ne peut être désignée que comme une accusation sortie. Mon cher Sutherland, s'il était vrai que vous ayez tué quelques milliers de juifs, c'était assurément trop peu. Et vous, madame, la meilleure d'entre vous, c'est assurément le cœur le plus pur qui a dicté votre action pour l'Allemagne. Car nous sommes les Allemands, non seulement des hommes d'honneur, mais des seigneurs. Serrez-vous les coudes et ayez une pensée pour ceux qui se sont sacrifiés pour notre cause. Ayons une pensée pour ceux qui ont fait le sacrifice de leur sang. Des hommes d'honneur, vous comprenez? Des hommes d'honneur. Et dans cet esprit, c'est là qu'elle m'a fait les crêpes. La crêpe propre, ma petite. Elle sautait au tremplin. Mais elle a raté le saut de lui-même. Là, elle a échoué. Mais la crêpe, ma fillette, une époque qui demande une perfection toujours plus parfaite, exige des victimes. Là, ils échouent tous. Quoi qu'ils arrivent, il y en a très peu qui atteignent le sommet. Championne de tremplin d'Allemagne du Nord. Enfin, tous échouent. Et puis ils font des crêpes pour les revenants. Repère, comédie, art pictural. La politique les enfonce comme ils n'ont jamais été enfoncés. Mon cher collègue, à qui dit ça? Une fois par an, le sable de la mer du Nord sous les pieds. Pas de sollicitation, pas de documents. Directement sur la nature. Vous voyez à l'horizon un géant de mer. Destiné de croisade. Nous avons touché la crête, vous savez. Nous sommes allés voir les camarades. Il y a 2 ans, n'est-ce pas? Tout d'un coup, j'ai eu envie, après si longtemps, de rendre hommage aux camarades. Alors j'ai dit à ma femme, allons donc une bonne fois en Crète voir les camarades morts. 30 000 en ont déplié en l'air, mitraillés sous le parachute des Anglais. Le plus gros coup de chance de ma vie que je n'ai pas été envoyé d'Augsbourg en mission. Les Anglais, pendant la nuit, avaient eu vent. La plus abjecte trahison. Ils survolaient les Alpes que les Anglais les attendaient déjà.
Ils ont pu tout tranquillement mettre leur artillerie en position. Par dizaines de milliers, ils les ont dégommés. Mais moi, je n'y étais pas. J'étais envoyé d'Augsbourg en mission. Tous mes camarades. Ils ont sauté tout droit à leur perte. Ma femme a d'ailleurs dit, dommage que tu ne sois pas. Ils ont sauté par centaines de l'appareil. Et les Anglais n'ont eu que les dégommer. Nous étions au Odessa. La Crimée non plus, c'était pas du sucre. Naturellement, les Russes étaient sournois. À Sébastopol, ils ont flingué mon chauffeur au moment où il se rasait, par la fenêtre des toilettes. Fils de paysans de Haute-Bavière, du Tegernsee. La pauvre femme ensuite, avec ses 6 enfants, n'a pas eu de quoi rire. Passe-moi donc la Frankfurter. Les taux d'intérêt montent. Les Américains poussent à la hausse jusqu'à ce que tout explose. Et le dollar monte. Il monte. Il monte. À l'époque, le mieux est de vivre la tête dans les épaules. En septembre, à Rosa, nous avons mangé une salade merveilleuse. De toute ma vie, jamais je n'ai mangé une salade si remarquable. Mais vous savez ce qui est pour moi le sommet? Le pot-au-feu viennois, la table fixe, aux arbres, dans le salon rouge, avec la marche de Radetzky. La marche de Radetzky, par le pianiste, pour lui, tout seul. Là, ça vaut le coup de glisser 10 marques sur le piano. Ah, mais secrètement, ce qui m'attire, c'est toujours la mer. Et quand j'ai le choix entre la mer du Nord et la mer Baltique, c'est quand même toujours la mer du Nord qui l'emporte, n'est-ce pas? Nous décidons quand même toujours pour la mer du Nord. Nous, le monde de la Baltique ne réussit pas. Là, je pense toujours à ce que j'ai vécu à Sopot. C'est là que vous étiez à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Et ça a failli mal tourner. Tout d'un coup, la vésicule s'est mise en grève. Ma femme disait, tu as l'air bien bizarre. Il s'était déjà le pépin. Et puis, plus de corps gras. Qui est-ce qui respecterait ça? Mon mari aussi a derrière lui une grave opération de la vésicule et il n'a plus qu'un seul rein. Comme mon mari. N'est-ce pas, tu n'as plus qu'un seul rein. Mais il travaille très bien. Je connais des gens qui sont allés jusqu'à 90 ans avec un seul rein. Le rein qui reste fait le travail de 2. Mon mari doit beaucoup boire de minéral, de la Gersteiner. Mon mari boit de la balle qui signe. Le 30, je suis au Ghana. Les tournées d'aide au développement se multiplient. Mais ça n'a pas le moindre sens d'injecter de l'argent dans ces pays locaux. Chaque marque donné à ces pays est un marque gaspillée. Mais ma femme est allée en Afrique. Elle tire les lions, les gazelles. Je ne peux pas lui dire non. Vous tirez aussi les lions, les gazelles? Quand nous sommes en Afrique, je me contente de rester couché dans le noir, dans ma chambre, plongée sous la musique. Ma femme tire une douzaine de lions. Elle dégomme une douzaine de gazelles. Et naturellement, si l'occasion s'en présente, elle tire aussi de temps à autre une panthère. Elle ne fait travailler les peaux que les panthères qu'elle tire. Il faudrait la voir, parce que nous allons à la chasse l'hiver, Berchtesgaden. Des pestos de panthères qu'elle a tirées elle-même. Les Anglais nous ont tous déquillés. Ils ont sauté du You et les parachutes se sont ouverts. Et les Anglais nous ont déquillés. Seuls des morts sont arrivés sur l'île. Ma femme a acheté une douzaine de couronnes. Nous avons fait imprimer des rubans de notre part. Nous avons fait marquer. Nous les avons déposés. 30 000 camarades. Là, naturellement, il n'y a plus que le silence total. On est là et on se tait. Mais pas une larme. L'Allemand ne pleure pas sur la tombe de ses camarades.
Mais toi, tu n'as pas pu rester maître de toi. Elle n'a pas pu imprimer un seul mot. C'était un magnifique octrate. Nous cherchions une petite table grecque ancienne. Plus exactement, une petite table crétoise pour mon bureau. Et vous en avez trouvé une? Oui, à Agios Nikolaos. C'est sur cette petite table de mon mari signe le courrier le plus important. Surtout les décrets de grâce, n'est-ce pas? Un pareil meuble d'époque donne de la dignité au travail. Mais nous n'allons plus entrer. Parce que nous ne pouvons plus supporter la vue des tombes des héros. Tous ses camarades, sous une chaleur de fournaise. Mon mari les a tous cités par leur nom. Il y a même un comte Bergueux parmi eux. Et nous ne trouvons plus aucun plaisir à la Crète. On se gâche très vite le séjour. La question de visite au tombeau, après tout. Les morts sont morts. Les vivants n'ont plus à s'occuper des morts. Mon mari et moi, nous évitons les cimetières des héros. Nous n'allons dans aucun pays où sont enterrés des héros allemands. Mais alors, vous ne pouvez aller nulle part. Nulle part. Nulle part. Glace! Glace! Enfin, la glace! Comme la glace me fait envie! Comme elle me fait envie, la glace! 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 Nous devons rester inflexibles avec le syndicat. Nous n'avons pas le droit de céder. Les syndicats nous mangent la laine sur le dos. Les syndicats nous écrasent la tête. Nous devons rester inflexibles, rien d'autre qu'inflexibles, vous comprenez, chers collègues? À quoi bon avoir la meilleure police du monde? Jusqu'ici, elle s'est contentée de regarder faire. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, on tire. Glace! 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 Squatter. Maintenant, c'est terminé. Terminé. Calme-toi. Tout finit par se résoudre. Les problèmes se résolvent à la mer. La mer a toujours résolu tous les problèmes. Comme c'est bien que le marchand de glace vienne jusqu'ici. Glace! 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 Si vous voulez connaître les activités de l'association, vous pouvez inscrire vos noms dans un petit cahier prévu exprès.